Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence par les nouvelles de ce 22 septembre 2022, avec notamment l'annonce de la Fed, donc ça fait déjà plusieurs quotidiennes où je parle de ça. La Fed a annoncé une augmentation de 75 points, chose qui avait été pricée, oui, mais derrière, la directive qui a été donnée par Powell est une confirmation, on va monter les taux à un taux restrictif. Alors, ça a été clairement dit qu'ils ne vont pas ralentir avant 2025, avec une projection à 5,4% sur cette fin 2022. Très important, ils ne vont pas ralentir avant 2023, et une fin de projection pour cette année à 5,4%. Et idéalement, sur la fin d'année 2023, une projection à 2,8%, donc une diminution uniquement à partir de l'année prochaine, chose qui avait été un petit peu dans le paquet de beaucoup d'analystes et de beaucoup d'opérateurs. Mais par contre, on a aussi une autre annonce, c'est qu'il y a une augmentation de 100 à 125 points du coup qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça va être effectué par une augmentation de 75 points en novembre et une régulation en décembre? Est-ce que ça va être en une fois? On n'a pas encore cette visibilité-là. Mais surtout, vraiment, c'est que ça a été statué qu'ils vont rester à un niveau vraiment drastique pour pouvoir faire diminuer l'inflation et qu'ils ne diminueront ces taux que seulement, que si et seulement si l'inflation marque une baisse significative. Vraiment significative. Alors, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que par rapport à la diminution de l'inflation que l'on a eu en août, si on regarde un petit peu les chiffres d'inflation month to month, c'est-à-dire mois à mois, on se rend compte qu'on a augmenté de 0,1% en août, alors que ça avait été pricé à moins 0,1, donc une diminution. Et là-dessus, on peut se dire, ok, l'écart, il est quand même assez faible. Oui, mais sauf que cette augmentation a lieu alors qu'il y a eu une baisse drastique des sources énergétiques, chose qui crée justement l'inflation des mois précédents. Là, on a eu une diminution vraiment très très forte, et pourtant on a eu une augmentation de l'inflation. Et donc ça a fait un petit peu peur au marché, d'ordre général, et ce qui entraîne aussi le positionnement de la Fed sur quelque chose de beaucoup plus restrictif, et rester dans une temporalité beaucoup plus longue, à partir du moment où, justement, on essaie de faire descendre l'inflation. Ce qui est important à retenir, c'est que malgré cette augmentation de month to month, on va attendre 7 septembre pour voir ce qui va se passer, mais il est vrai que très fortement, il est fortement probable qu'on ait une augmentation de l'inflation à cause, principalement, de l'augmentation des loyers et des prix des emprunts au niveau de l'immobilier US. Je vous ai déjà parlé de cette crise immobilière qui est en train de se profiler. Tout simplement, les emprunts pour l'accès à l'immobilier est en train de grimper en flèche avec l'augmentation des taux, ce qui est un petit peu aussi normal. Et si jamais on a une augmentation avec l'arrivée de l'hiver de la masse énergétique, on risque de se retrouver sur quelque chose d'assez fort en termes d'accélération de l'inflation, voire justement quelle va être la réaction de la Fed suite à ça. Ce qu'on va attendre aussi, c'est le discours de vendredi et les chiffres du chômage d'aujourd'hui, sur lequel on risque d'avoir pas mal d'infos et qui risquent de nous aiguiller un petit peu sur ce qui va se passer sur les semaines qui viennent. Mais en tout cas, le ton est donné pour la fin du trimestre et la fin d'année. On reste dans l'optique de montée, on vise 5,4% de remontée des taux, donc là-dessus, ça reste quand même conséquent. On va voir ce qui va se passer par la suite. À côté, il y a quand même une phrase, moi, qui m'a noté, c'est Paul qui nous dit « Personne ne sait si nous allons entrer en récession, et ni si elle sera forte ou non. » Ça montre à quel point, là-dessus, on est dans une phase de réaction à l'inflation. On n'arrive pas à anticiper ce qui peut se passer, on réagit suite à celle-ci, et c'est un petit peu la politique qui est en train d'être effectuée, au moins ils s'en cachent pas, c'est une notion de transparence par rapport à ça, et on va voir comment ça va se dérouler par la suite. À côté, nous avons la Société Générale qui a annoncé et confirmé le lancement d'un service d'asset manager pour les cryptos. Donc première grosse banque française et grosse banque internationale qui lance un asset manager pour les cryptos. Ce qui est intéressant et ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir qu'à contrario, nous avons le CEO de JP Morgan qui considère que le Bitcoin est un schéma de Ponzi décentralisé, alors
qu'il continue, donc JP Morgan, à développer la technologie de la blockchain, à engager des spécialistes en crypto et en blockchain, et à incorporer des cryptos dans tout leur portefeuille. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça, qu'on a justement une opposition liée à ça, alors que justement la société qu'il dirige va totalement dans le sens de la crypto-monnaie et des blockchains en l'état. Et d'ailleurs, on n'oublie pas que ce que dit JP Morgan d'ordre général, on aura tendance toujours à faire l'inverse. Quand ils nous donnent une target, ça veut dire qu'ils ont besoin de vendre à ce prix-là, donc ils vont forcer les gens à aller acheter, et c'est ce qui faut toujours faire très attention. On est dans un bear market, on est dans un crypto winter comme on l'appelle. Voilà, si on nous dit ça, c'est pour pousser la peur, pour pousser la vente, et donc du coup forcer l'achat. On le sait que JP Morgan accumule beaucoup, et voilà, globalement c'est intéressant de voir que ça nous renforce un petit peu notre biais sur l'accumulation de grands acteurs au niveau des crypto-monnaies. À côté, nous avons Arbitrum qui échappe de peu à un hack grâce notamment à un white hat, donc un hacker qui n'a pas justement exploité la faille de sécurité qu'il a découvert sur le bridge d'Arbitrum et qui l'a explicité et donné en fait au développeur d'Arbitrum pour qu'il la corrige, et il empoche du coup une reward de 400 Ethers. Alors oui, c'est sûr, par rapport au plus gros dépôt sur ce bridge, parce que la faille était vraiment grosse, on pouvait récupérer la totalité des dépôts, le plus gros dépôt ayant été de 110 000 Ethers, je crois. 400 paraît peu, mais en même temps, ça permet de faire évoluer le monde de la blockchain et de la crypto-monnaie de cette façon-là, et d'une façon tout à fait cohérente, et c'est appréciable. À côté, nous avons ADA qui va lancer son hard fork Vacil. Vous allez me dire, oui, encore. On espère qu'il va pas être, justement, encore une fois, reporté, que malgré de nombreux retards, tout va bien se passer pour ADA. En tout cas, je le souhaite à tous les investisseurs et à tout l'écosystème de ADA, que ce hard fork se passe bien et qu'on puisse commencer à avancer dans le bon sens pour ADA, malgré les différents retards qu'il y a pu avoir. Retard sur cette mise à jour, mais retard aussi fonctionnel sur pas mal de points. Donc on espère que ADA va pouvoir justement accélérer suite à cette mise à jour derrière. Je vous rappelle encore une fois, aujourd'hui, chiffre du chômage US, donc on fait un petit peu attention, et nous avons le discours de Powell de vendredi, important aussi. Nous avons terminé pour les nouvelles, nous allons attaquer la partie technique, mais avant, rappel, le Discord, je l'ai créé pour une notion de partage. C'est un hub d'informations, vraiment une centralisation de la totalité des informations de crypto-monnaie, de blockchain, de trading et d'investissement. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui est uniforme, sur lequel on a toutes les informations centralisées. Et justement, on a lancé hier le parcours pédagogique. J'ai fait un live qui va être disponible bien évidemment sur le site cryptolis.fr pour que vous puissiez repasser, où j'explique aussi quelle est mon optique au niveau du développement du Discord, quel est le parcours pédagogique, pourquoi on l'a fait, comment il fonctionne et quelles sont les prochaines évolutions sur la communauté. Vous allez voir, il y a beaucoup d'annonces, donc n'hésitez pas à regarder si jamais vous n'avez pas été présent avec nous, et je vous dis à très vite sur le Discord. Je vous mets en commentaire et en description le lien pour nous rejoindre. On va attaquer la partie technique avec notre rappel habituel de notre hypothèse Elliottis, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, retracement effectuant A, B, C, avec derrière B avec extension, C avec extension, C qui est sur le 382 avec l'order block, donc on est sur un niveau intéressant, en tout cas au niveau du C. Si jamais on casse les 14 500, c'est-à-dire qu'on casse le top de la 1, on invalide cette théorie et on ira justement repartir sur la théorie avec une fin de 5 justement sur avril 2021, avec un retracement profond qui potentiellement pourrait aller chercher les 10 000 si jamais ça se valide. Pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. On va aller zoomer sur cette partie-là. Vous allez voir, nous sommes dans une phase d'accumulation avec ici le SC, un gros AR, un gros ST qui est en train de se former. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est en train d'aller chercher les zones que je vous avais données. On va juste remettre les symboles sur lesquels on voit qu'on est bien allé chercher. Je vais juste retirer ça pour faciliter un petit peu la lecture. On voit bien qu'on est en train de se diriger pour aller chercher les 18 000, sur lesquels on a fait déjà une première attaque. On voit qu'on a été rejeté très fortement par notamment de l'achat massif. Et à côté, on a bien la schématique de Wyckoff qui se forme en SC, AR,
ST, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va s'enfoncer? Est-ce qu'on va s'enfoncer suffisamment pour aller chercher le STB, ou est-ce qu'on va chercher un ST profond avec ici cet objectif-là, ou est-ce qu'on va vraiment s'enfoncer dans le STB, prendre la liquidité? D'autre part, on va zoomer ici pour voir un petit peu plus. On voit que on a ici pris la liquidité sur une mèche du dernier lot qui avait été fait. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans une phase d'expansion. C'est-à-dire que si on regarde le high qui s'est fait avec le dernier high, si on regarde le lot qui s'est fait avec le dernier lot, on voit qu'on est bien dans une phase d'extension. Phase d'extension qui est, somme toute, aussi au niveau du momentum. On voit bien cette phase structurelle qui est en train d'être effectuée, mais qui est un petit peu différente. Parce que là, vous voyez, on aurait quelque chose qui serait plutôt bullish. Tac, je me décale un petit peu pour bien voir. Voilà, vous voyez bien que là, on aurait quelque chose de plutôt bullish, sur lequel on a une divergence haussière forte. On a certes au niveau du momentum une cohérence au niveau des highs, mais au niveau des lows, on voit qu'on a un momentum qui est en train de se structurer. Alors, est-ce qu'on peut partir à la hausse ou pas? Ça va être la grande question. Est-ce qu'on va s'enfoncer ou pas? Je vais vous montrer tout à l'heure, on va faire un petit parallélisme avec ce qui s'est passé sur le Nasdaq pour comparer ce qui s'est passé sur le BTC. Et vous allez voir que, somme toute, on est plutôt résilient parce que le Nasdaq s'est pris une grosse claque. Le BTC, ce n'est pas le cas. Je pense qu'on va terminer la semaine dans cette zone-là. Je vois pas forcément de gros mouvements à l'horizon, malgré cette divergence ici. Donc on est en 30 minutes, donc c'est pas non plus une grosse divergence, mais on a quand même une divergence structurelle haussière au niveau du RSI. D'ailleurs, je n'ai pas regardé ici si on a une autre divergence qui se fait. On va tout de suite vérifier. Oui, on a la divergence qui est ici présente, mais qui est vraiment toute faible, hein, qui est faiblichonne. On n'a pas forcément quelque chose de suffisamment fort à mon goût pour pouvoir dire qu'on a vraiment une divergence, notamment en 4 heures. Savoir que celle de 4 heures, généralement, on attend un mouvement assez fort. Celle de 30 minutes, pour moi, ça pourrait être une accélération haussière pour aller chercher les clusters de liquidité qui se trouvent ici. D'accord? Là, on a des clusters de liquidité. Donc, ça pourrait être une accélération pour aller retravailler cette zone-là et ensuite soit faire une continuité baissière, soit structurer et ranger de cette zone-là. Est-ce qu'on va aller casser baissier tout de suite, aller chercher le STB? Un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour ce faire, je pense que si on le fait cette semaine, il faut que les chiffres de l'emploi aujourd'hui et que le discours de Powell soit mauvais et qu'on termine sur une semaine bien rouge. Par contre, si derrière on a quelque chose qui est attendu, qui est pricé, où on n'a pas de sous-entendu, où on n'a pas de nouveauté, on restera sur quelque chose de stable et on aura possiblement un mouvement soit ce week-end, donc pareil dimanche 2h du matin, ou début de semaine prochaine sur lequel on pourra avoir une grosse accélération, une grosse baisse qui pourrait être effective, notamment si on regarde un petit peu, hop, c'est pas le bon, on regarde un petit peu en hebdomadaire les différentes bougies, on aurait ici un travail qu'on est en train de faire. Donc là je suis en CME. En CME on voit qu'on a cassé la partie basse. Donc ça c'est important. Ce qui est différent quand on regarde les cours classiques ici, par exemple si je passe en hebdo là, on va voir, vous allez voir tout de suite la différence. Alors c'est un petit peu rempli, c'est normal parce que j'ai beaucoup de choses dessus. Hop, on va juste en même temps nettoyer pour donner, mais voilà. On voit que sur l'hebdomadaire, au niveau du cours habituel, donc si on ne regarde pas le CME, on voit que cette partie-là, on est quand même loin. D'accord, on est très très loin du SC, alors que sur le CME, on a fait ici une cassure. D'accord, on a fait une cassure basse sur laquelle on aurait potentiellement un STB, SCAR, ST, retest, STB ici. Donc là, on aurait potentiellement la mise en place d'un STB structurel qui s'est fait ici sur ces deux mèches. À voir quelle va être la réponse du CME dessus. Mais en tout cas, sur la totalité du cours, si on regarde le cours ici, on voit qu'on est quand même loin. Mais la clôture hebdomadaire qui va se faire va être déterminante. Est-ce qu'on va rester sur quelque chose qui a ravalé la moitié de sa bougie, ou est-ce qu'on va rappuyer dessus? On n'oublie pas qu'on a eu un début de semaine plutôt négatif. Généralement, quand c'est comme ça,
les probabilités nous disent qu'on aurait une fin de semaine qui va être plutôt dans le vert, donc potentiellement un rachat de cette bougie. Est-ce qu'on va racheter suffisamment pour aller, par exemple, retester les zones des 20 000, ou est-ce qu'on va juste s'arrêter sur un rachat temporaire de cette baisse qui s'est effectuée et retravailler cette zone-là? Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'order flow. Sur l'order flow, on voit qu'on est toujours dans cette contraction, contraction, divergence entre les deux. On a leverage qui reste à 120 000, qui reste contrôlé, qui reste totalement contrôlé. Donc, ça veut dire qu'on va avoir moins de cluster de liquidation, ce qui est positif pour le cours. Et à côté, on se retrouve dans une bonne contraction, donc il est possible que là, on ait bien une explosion haussière si jamais on continue à se rapprocher de les deux et qu'on continue à monter. Il faudra qu'ici on monte dans les 80 et ici on continue à se rapprocher vraiment des 50 avec un cours qui puisse potentiellement se toucher un petit peu comme là où on aurait vraiment une explosion parce que là on serait vraiment parti sur ici la totalité des comptes bien haute, donc on aurait une explosion haussière assez forte qui pourrait se faire et derrière une contraction ensuite de la totalité des cours, une expansion ici, et on garde justement cette divergence entre les deux, et potentiellement on aurait une augmentation des leverage, et là on aurait quelque chose qui serait assez explosif pour aller chercher les 21 000, ouais, quelque chose comme ça sur lequel on liquiderait notamment tous les shorts qui se trouvent dans cette zone-là, on clôturerait tous les ordres qui se trouvent dans la zone de travail, cette grande zone de travail, alors on va passer ici, cette grande zone de travail qui se trouve là, d'accord, on a beaucoup travaillé, voilà, ici, dans la zone des 20 000, où justement on devrait aller remonter en haut pour récupérer cette partie-là, et là on a pas mal d'imbalance qui nous attend. Hein. On n'oublie pas que ici, dans la chute suite au fake-out qui a été fait sur la réintégration du cric haussier, on voit que on a beaucoup d'imbalance qui en attendent. Donc on irait chercher potentiellement une partie de cette imbalance, est-ce que c'est la totalité ou pas, mais donc retrayer la partie des 20 000, voire passer au-dessus. À côté, on voit que le cours des cryptos sur la totalité de la capitalisation n'a pas trop bougé, on est toujours sur quelque chose qui est stable, on ne bouge pas, on reste dans une zone classique, même on est potentiellement en train de repartir à la hausse. On le voit avec cette petite bougie qui est en train de se faire et qui en même temps dénote pas mal de ce qui est en train de se passer au niveau du Nasdaq. C'est pour ça que je vous dis que le BTC, d'ordre général, la crypto résiste bien, parce qu'hier on a eu une énorme bougie très forte, très rouge, sur lequel on avait travaillé les 786, clôturé même dessus, à 11 600 à peu près, un petit peu en dessous, et justement on voit qu'on a eu une début de journée assez dans une continuité, donc assez agressive vers la partie basse, et ensuite on est en train de ravaler petit à petit. Ce qui est intéressant, c'est quand on compare un petit peu au BTC, alors on va peut-être l'élargir un petit peu, histoire de montrer un peu tout ça, mais quand on compare un petit peu au BTC, et qu'on regarde la chute effective du BTC, on voit que la journée d'hier, on n'a pas trop bougé, hein. On a eu une petite baisse, mais vraiment toute petite proportionnellement à ce qui s'est passé sur le Nasdaq, ce qui montre aussi que au niveau du BTC, on a une résilience qui est en train de se faire, qui se confirme, je vous l'avais déjà montré plusieurs fois, notamment dans cette partie-là où on avait le BTC qui ne branchait pas malgré une chute du Nasdaq. Si on regarde depuis un certain temps, si on regarde un petit peu la baisse, on va regarder le top ici qui était le 15 août, jusqu'à aujourd'hui on a une baisse de combien? 15 août jusqu'au plus bas qui a été effectué 28%, et sur le Nasdaq, 15 août, on prend l'outil, donc 13, regardez, ouais, 13, on était sur le 15, hein. Donc le 15 ça n'avait pas bougé, donc on va reprendre à peu près la même zone qui va nous donner, on a combien? Une baisse de quasiment, alors je vais refaire parce que on n'a pas vu, mais un petit peu plus de 10%, hop, tac, on a une baisse de 10%, 18, alors que normalement quand on a ça sur Nasdaq, le BTC derrière se prend généralement 40%, d'accord? On a chuté de 10% sur le Nasdaq, derrière on a bougé que de 28% au niveau du BTC, avec des zones totalement de léthargie, sur lequel, quand on regarde ici cette zone de ranging ici, et qu'on compare avec le Nasdaq, on voit qu'on est sur une zone sur laquelle le Nasdaq avait fait une belle bougie ici, et on voit que nous, on n'a absolument pas bougé. Donc on a quand même cette résilience qui est en train de se former, qui montre aussi qu'on a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la crypto. On est dans une zone solide, on est dans une zone sur laquelle on travaille. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, clairement, on est dans une zone aussi
sur lequel on pourra avoir un break baissier. On est très très près de ce SC, d'accord, on est très très près de cette zone de très basse, hein, sur lequel on pourra avoir une cassure baissière ici, et donc derrière, faire un plus bas, et donc invalider ce que certains appellent un double bottom, invalider un retracement, mais en même temps, potentiellement, valider un STB. STB, prise de liquidité du SC, et ensuite on repart à la hausse, avec un break of structure mineur, retest baissier, et ensuite on accélère à la hausse. Par contre, il est évident que la news qui a été donnée, en tout cas le ton qui a été donné par la Fed, c'est quelque chose qui a fait mal au marché financier classique, mais qui va entraîner un repricing léger, chose qui est en train de se faire, pour potentiellement une récession qui dure un petit peu plus longtemps. Ensuite, une fois que ça va être effectué, je pense qu'on risque de partir sur potentiellement un retracement haussier. Tant qu'on est dans cette zone-là et qu'on n'a pas cassé, qu'on n'a pas fait une accélération baissière pour aller notamment casser ici cette zone-là, bon, on est toujours potentiellement dans un redépart haussier pour avoir une continuité haussière, donc retracement suite à l'accélération haussière, retracement pour une accélération haussière. On n'oublie pas que les marchés classiques, price et les opérateurs, price 3, 6 mois, 8 mois, 9 mois à l'avance, ce qui va se passer par rapport à leur gestion du risque et par rapport à ce qui pourrait se passer. Et donc, le discours d'aujourd'hui a donné pas mal d'informations, enfin d'hier, pardon, a donné pas mal d'informations sur la volonté de la Fed, sur ce qui risque de se passer. On sait qu'on a un certain nombre de chiffres qu'on attend encore pour pouvoir valider tout ça, mais ça commence à se modeler, et je pense qu'on risque d'avoir des surprises au niveau des cours classiques et potentiellement donner un petit peu d'air aussi aux crypto-monnaies, ce qui serait très intéressant pour la suite. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.